Propagation. Le podcast qui décode la guerre informationnelle. Les technologies d'intelligence artificielle générative permettent une massification des opérations et une propagation de ces opérations dont les pontes du KGB pendant la période soviétique n'auraient jamais pu rêver dans leurs rêves les plus fous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propagation, déjà le 3e. Je suis Guillaume Ledy et après avoir passé 2 épisodes à décortiquer ce qui se passe du côté des États-Unis, on va aujourd'hui s'intéresser à un autre gros morceau. Il y a la Russie, un autre grand compétiteur qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Enfin, moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Alors la Russie, elle est partie prenante de toutes les menaces que je viens de décrire depuis le début à la fin, et elle constitue à ce titre une menace durable, proche, et qui est pour moi la plus dimensionnante. Alors voilà ce que disait au mois de juillet Thierry Burkhardt, qui était encore chef d'état-major des armées françaises à l'époque. L'idée, c'est de se pencher aujourd'hui sur la Russie et plus précisément sur les mécanismes qui président aux propagations sur notre sol et dans nos cerveaux des éléments de langage de la propagande poutinienne. Parce que depuis l'invasion de l'Ukraine, les opérations d'influence russe en France ont pris, on peut le dire, je crois, une ampleur inédite. Cette offensive informationnelle ne date pas de 2022, ni même de 2014 et des premières incursions dans le Donbass. Elle s'inscrit dans une longue tradition d'ingérence que les services russes appellent notamment les mesures actives. Ce sont des techniques rodées depuis l'époque soviétique, mais qui se sont considérablement adaptées à l'époque et à l'ère numérique. Ces questions et bien d'autres, notre invité les analyse depuis quelques années maintenant. Nicolas Quesnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions géopolitiques et de renseignement pour Intelligence Online. Et vous avez fait paraître en 2023 chez De Noël, Allo Paris, ici Moscou, sous-titré « Plongé au cœur de la guerre de l'information ». Alors ça tombe bien parce que notre podcast est le podcast qui décode la guerre informationnelle. On ne pouvait pas ne pas vous inviter. Votre ouvrage est une enquête déjà qui se lit très bien, bravo, et qui est très fouillée autour justement de l'écosystème de désinformation orchestré par le Kremlin, ses acteurs et ses répercussions en France notamment. Enfin, quand même vous anglez pas mal sur notre pays, sur l'Hexagone. Bienvenue dans Propagation. Première question initiale dans votre exergue. Je ne suis pas allé très loin pour la question initiale, j'ai juste ouvert le bouquin. L'exergue, c'est le journaliste britannique d'origine russe, Peter Pomerantsev, j'espère que je prononce correctement, je vous vois opiner du chef, donc c'est bon, et qui dit « Quand l'information est une arme, tout le monde est en guerre ». Alors, pour démarrer, c'est quoi cette guerre informationnelle ? Est-ce que c'est la fameuse guerre avant la guerre ? Est-ce que c'est un des éléments de la guerre ? Est-ce que c'est nouveau ? En fait, moi j'aime bien, je trouve le débat intéressant parce qu'on utilise plein de termes pour parler absolument de la même chose. On va parler de guerre informationnelle, de désinformation, d'influence. Parfois, on fout du soft power là-dedans, ce qui n'a rien à voir. On essaye de regrouper tout ce gloubi-boulga sous le concept très nébuleux et très vaseux d'un truc dont on dit que ça existe depuis la nuit des temps, qui s'appelle la guerre informationnelle. Mais qui revient sur le devant de la scène. Et qui revient, et qui est en fait qui est un sujet qui, malgré tout, avait complètement ou presque complètement disparu de l'écosystème médiatique depuis la fin de la guerre froide. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très structurant quand on parle de ce phénomène-là. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qu'on appelle les mesures actives. Les mesures actives, c'est, même si je n'emploie pas principalement ce terme dans mon ouvrage, moi je parle d'opérations d'influence parce que ça a au moins le mérite de la clarté. C'est vrai que mesure active dans l'acception commune, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, mesure active, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est actif, vraiment actif, inactif ? On ne sait pas. Le terme opération d'influence a le mérite au moins de la compréhension pour le lecteur, de la même manière qu'on dit plus souvent dans le langage commun espion pour parler d'officier de renseignement. Typiquement, voilà, c'est juste une facilité langagière. Les experts me le pardonneront peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. On leur demandera. On leur demandera certainement. Et en fait, voilà, moi, j'ai mené une enquête au fil des années sur ces opérations d'influence qui sont en fait des opérations qui ont lieu dans le domaine informationnel et qui ont pour but d'obtenir un impact, de répondre à des objectifs stratégiques. Voilà, ça c'est la définition la plus basique qu'on peut en donner. Je m'appuie en fait sur différentes enquêtes que j'ai pu mener sur les opérations informationnelles, sur les opérations d'influence russes qui ont touché la France. Mais alors, qu'est-ce qui distingue, par exemple, on parle d'influence, etc. Il y a un terme que vous n'avez pas prononcé quand vous avez listé l'ensemble des synonymes de ce champ lexical un peu large. Il y a des informations, il y a aussi propagande. Qu'est-ce qui distingue la
propagande des mesures actives ou des opérations d'influence? Est-ce que c'est la même chose? La propagande est une composante des mesures actives. D'accord. Les mesures actives, en fait, servent de termes qui regroupent différents moyens d'action. Ça va de la propagande, de la création de faux, en anglais les forgeries. Ça part sur les créations d'instituts plus ou moins fantoches qui vont propager soit de la désinformation, soit juste des éléments de langage qui vont dans le sens des intérêts de ceux qui payent. C'est aussi le recrutement d'agents d'influence, c'est l'utilisation d'idiots utiles, c'est toutes ces mesures, tous ces items-là sont des composantes des mesures actives que moi je résume sous le terme d'opération d'influence. Et qui constitue donc effectivement, alors le terme justement, le syntagme de guerre informationnelle, vous pouvez vous l'approprier, ça constitue une forme de guerre informationnelle que nous mène la Russie à l'heure actuelle. Bien sûr, le terme n'est pas faux, même si moi j'ai toujours un petit peu de réticence à utiliser le mot guerre. Parce que la guerre, c'est quand même quelque chose de très bien défini. Au bout d'un moment, la guerre, les gens meurent très directement. Ce qui ne veut pas dire que la désinformation ou les opérations d'influence sont dénuées justement de drames humains qui peuvent se jouer derrière ou qui peuvent mener justement à des attaques, qui peuvent mener à des morts très directes. Je trouve que le terme guerre est peut-être un peu fort parce qu'il renvoie immédiatement à ce que c'est, à l'imagerie des canons, à l'imagerie des gens qui meurent sur un champ de bataille. Alors je vous ai posé la question parce que cette question, on se l'est posée, voilà, je dévoile un petit peu les coulisses de propagation, mais effectivement, à l'époque, autour du terme cyberguerre, on entendait beaucoup l'expression, mais la cyberguerre ne fait pas de cybermort. Donc on avait cette espèce de réticence à employer le terme de cyberguerre, qui est d'ailleurs un peu tombé légèrement en désuétude. Il n'en reste pas moins que, comme vous le disiez, cette guerre informationnelle peut conduire à un certain nombre d'opérations qui mènent plus ou moins directement à des morts. Donc on a décidé de maintenir ce terme dans la devise, la baseline pour parler bon français, de notre podcast. Parenthèse refermée. Est-ce que, donc merci pour votre définition très claire du sujet. Est-ce que justement cette guerre informationnelle, on a l'impression, comme elle revient sur le devant de la scène, avec effectivement un certain nombre d'opérations cinétiques sur le terrain de la part de la Russie. Est-ce que on se trompe quand on dit qu'il y a une accélération côté russe, et est-ce qu'on se trompe quand on dit que cette accélération est aussi liée à l'aspect numérique de la chose et à la facilité de propager, pour reprendre le nom de notre podcast, de propager ces éléments de propagande? Je vais essayer de ne pas trop faire une réponse à tiroir. Oui, il y a une augmentation depuis le début de la guerre en Ukraine, ça clairement c'est très net, on arrive à le quantifier, on le constate même au quotidien. Les services de renseignement le constatent au quotidien et tous ceux qui travaillent sur ces questions peuvent tirer le même constat. Donc globalement, si tout le monde tire le même constat, on peut se dire qu'au bout du compte, il y a un petit peu de vrai là-dedans. Après, quand faut voir par rapport à quoi on le compare. Si on essaye de faire la comparaison avec le monde post-soviétique, clairement, on note une très nette accélération du fait de la reprise des tensions qui, évidemment, vient alimenter tout le phénomène. Si on compare ça par rapport à la période de la guerre froide, c'est peut-être moins certain. Peut-être moins certain. Je ne suis pas sûr que le KGB d'Andropov était moins actif, justement, à mener des opérations d'influence que ce que l'on peut constater de la Russie de Vladimir Poutine. Alors merci, parce que vous êtes journaliste, ça s'entend, vous me faites ma transition, donc c'est parfait. On va prendre un peu de recul justement pour voir un peu quelle est l'évolution de ces mesures actives et quelle est effectivement la façon dont elles se transforment avec l'ère post-soviétique et notamment les outils numériques. On va donc faire un petit peu d'histoire, puisque vous retracez dans votre ouvrage l'histoire de ces fameuses mesures actives, de Staline, vous remontez même jusqu'à 1920 à peu près, voilà, mais de Staline au ferme troll de Prigojine, en passant par ce qui se passe actuellement, puisque Prigojine, on reviendra sur ce personnage également. Comment ces opérations d'influence donc, ont évolué dans le temps? Est-ce que on a des permanences de la façon dont elles sont menées? Est-ce qu'on a des acteurs dont on retrouve un peu les mêmes déterminants au fur et à mesure des années et du temps qui passe? Et puis, vous mentionnez le KGB. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très centralisé? Comment ça se passe? Alors, vaste question. Ouais, alors vaste question. Moi, dans mon livre, je remonte même pour le coup, avant Staline, je remonte à même l'opération Trust, qui est une opération qui a été menée juste après la révolution bolchevique, qui avait pour but d'aller traquer les Russes blancs en exil partout dans le monde. Ce qui est pour moi très intéressant et vraiment, c'est un aspect central pour moi quand on parle de l'évolution des mesures actives, des opérations d'influence, c'est quand même le fait de noter que ces opérations ont évolué
au fil de l'évolution même des technologies de l'information et de la communication. C'est d'ailleurs ce que résume Thomas Reid dans son bouquin, qui est un journaliste britannique absolument fantastique. Je peux qu'inciter vos auditeurs à aller lire son livre qui s'appelle Mesures actives, Active Measures. On va finir par faire un book club, parce que tous nos invités recommandent des ouvrages. Mais c'est très bien, il faut le faire. Il faut lire des Vous bouquins, avez raison. c'est important. Thomas Reid, lui, alors je vais certainement, ça date un petit peu maintenant, donc je vais faire ça de mémoire, je suis désolé pour les inexactitudes. Thomas Reid, lui, concrètement, dresse une typologie de plusieurs générations de mesures actives. On va dire la génération depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à Internet, en passant par la radio, la télévision, et en montrant à chaque fois comment les opérations ont évolué d'un point de vue opérationnel, justement pour coller et tirer profit un maximum de ces nouvelles technologies-là à chaque fois. Mais on pourrait prendre des exemples qui iraient très loin, pourrait parler en décentralisant, en retirant la focale des Russes, des opérations d'influence qu'on a pu voir qui ont précédé la Révolution française. Toutes les rumeurs qui entouraient Marie-Antoinette et qui ont été diffusées justement grâce à l'émergence et la diffusion de l'imprimerie qui a des servi... libelles placardés sur un certain nombre de rues, dans un certain nombre d'endroits. Exactement. Donc, on peut remonter très loin. On peut remonter à la Rome antique. On peut aller très loin. Moi, j'aime bien rajouter quand même deux générations que n'a pas mis Thomas Reid dans son bouquin. En tout cas, une nouvelle génération, ça c'est sûr, qui est le développement des technologies de l'intelligence artificielle. Ouais. Qui, pour le coup, permet une massification, et même les réseaux sociaux d'abord, et les technologies d'intelligence artificielle générative permettent une massification des opérations et une propagation de ces opérations dont les pontes du KGB pendant la période soviétique n'auraient jamais pu rêver dans leurs rêves les plus fous, quoi. Donc voilà. C'est vrai, mais oui, vous avez tout à fait répondu à la question, mais c'est vrai que c'est cette architecture informationnelle qui se distribue de plus en plus permet effectivement à ces messages d'arriver effectivement jusqu'à nos cerveaux, jusqu'aux citoyens, on va dire, lambda, et de les potentiellement convaincre de leur véracité de façon beaucoup plus distribuée qu'à l'époque de l'ORTF, on va pas se cacher. Est-ce que ça, c'est des choses que justement le pouvoir russe a compris depuis longtemps, et comment juste ça s'articule en termes d'architecture de la désinformation? C'est quoi, on va dire aujourd'hui, depuis l'avènement de Vladimir Poutine, c'est quoi la structure de l'écosystème de désinformation russe? Est-ce qu'on a quelqu'un autour de Poutine lui-même, qui décide des messages? Est-ce que c'est centralisé? Qui fait quoi et comment on se retrouve pris, nous, dans cette espèce de nasse désinformationnelle? Alors, les Russes l'ont toujours fait, ça c'est sûr, depuis en tout cas le début du XXe siècle, ça c'est absolument évident. Ce qui est même marrant, c'est que les Russes ont souvent été plus honnêtes que les Occidentaux dans la conduite de ces opérations. Quand les Américains, dans les années 50, parlaient d'opérations politiques ou un terme très très vague comme ça, les Russes employaient déjà le terme vraiment de désinformation et d'opération d'influence, d'opération informationnelle. Donc, quelque part, ils étaient beaucoup plus honnêtes que les Américains à l'époque. Ça n'a pas duré. Aujourd'hui, pour répondre plus directement à votre question, je pense qu'il y a beaucoup de fausses conceptions qui ont circulé, notamment dans la presse, au sein des médias, et peut-être un espèce de fantasme qui est d'imaginer les plus hauts chefs du Kremlin jusqu'à Vladimir Poutine décider des opérations de manière extrêmement verticale. En gros, ça décide en haut et ça applique vers le bas. Et en fait, on se rend compte quand on travaille sur ces sujets que c'était certainement beaucoup plus vrai pendant la période soviétique, qu'aujourd'hui, ça a clairement évolué. Aujourd'hui, on a l'émergence de tout un tas d'acteurs qui mènent des opérations informationnelles, qui mènent des opérations d'influence pour des buts tout à fait divers et variés, mais qui permet au moins de remettre un petit peu de complexité dans tout ça et arrêter de penser que Vladimir Poutine est le seul qui a des objectifs, une stratégie, une politique à appliquer. Non, on se rend compte qu'on a tout un tas d'entrepreneurs d'influence, je reprends le terme du chercheur Maxime Audinet, qui mènent des opérations comme ça d'un point de vue tout à fait privé. On a même des gens on a déjà surpris des gens monter des opérations, notamment en Afrique, parce que ça coûte pas cher de monter des opérations en Afrique pour cibler le territoire africain, qui avaient pour simple but soit d'avoir une augmentation de salaire, soit de se faire bien voir dans les soirées moscovites, soit gagner un petit peu de capital politique,
peut y avoir toutes les raisons, toutes les explications possibles et imaginables au fait de monter une opération d'influence. Et c'est quelque chose qui est très ancré finalement chez un certain nombre d'acteurs, on va pas dire dans l'ensemble de la société russe, ce serait un petit peu rapide de notre part, mais c'est bien d'ajouter effectivement, comme vous le faites, de la nuance, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez ancré chez n'importe quel type d'entrepreneur, on va dire, de se dire, bon bah tiens, pour obtenir mon permis de construire, pour obtenir effectivement les faveurs du pouvoir, je vais mener ma petite opération de désinformation Alors, on fait pas ça j'ai pas d'exemple dans d'autres pays qu'en Russie. Je pense que c'est très lié à la structure même. C'était la question que je vous posais. Je pense que c'est très lié à ce qu'est la Russie en elle-même. On va dire une énorme kleptocratie à un point qui défie, je pense, beaucoup de concurrence, on va le dire comme ça. Un autre aspect qui, pour moi, est particulièrement important, c'est qu'on remarque, et là aussi, c'est à l'antithèse de ce qui se faisait pendant l'Union soviétique, que les opérations d'influence se sont privatisées. Ouais. Ce qui comporte bon nombre d'avantages que j'explique dans mon bouquin. Mais c'est pas systématiquement un service de renseignement russe qui mène l'opération d'un bout à l'autre. C'est pas nécessairement le Kremlin qui décide. Moi, je suis tombé sur des boîtes de marketing digital avec des jeunes gens qui, quand on va voir leur profil Instagram, parce qu'évidemment, ils ont des profils Instagram, c'est des gamins qui ressemblent, à première vue en tout cas, trait pour trait à des gamins qui pourraient sortir d'école de commerce ou d'IEP de Sciences Po à Paris. On va revenir un petit peu à Phase tout à l'heure, mais en vous écoutant parler, je me disais que c'est peut-être lié à l'imaginaire aussi très lié à la Seconde Guerre mondiale et à la suite, à la période soviétique, du russe stratège. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais le fameux joueur d'échecs, billard à 3 bandes, joueur de Go, on ne sait pas sur lesquels les Russes ont joué d'ailleurs, avec le FSB, voilà, sur cette espèce d'imaginaire qui est prolongé d'ailleurs jusque peut-être, alors ça c'est à vous de me le dire, dans des bouquins comme Le Mage du Kremlin, etc. Ouais, on se dit qu'il y a des conseillers de l'ombre qui vont tirer les ficelles, etc. C'est beaucoup plus finalement prosaïque que ça, c'est ce que vous me dites. Alors déjà, d'une part, c'est beaucoup plus prosaïque que ça, et surtout, quand vous croisez des mecs qui vous expliquent que Poutine, grand stratège, billard à 3 bandes, joueur d'échecs, contraire joueur de Go, généralement c'est quand même un bon signe qu'il ne faut pas l'écouter et clore la conversation et partir. On a des entreprises, les services de renseignement s'appuient sur des boîtes privées pour une raison qui est très bête, très évidente, mais qui est que c'est exactement la même chose que quand vous êtes riche et que vous voulez planquer votre pognon à l'étranger pour échapper au fisc. Vous passez par quoi? Des sociétés écrans. Bah là, c'est pareil. Pour mener une opération d'influence et être sûr de ne pas se faire gauler, c'est quand même pas mal d'utiliser un acteur privé parce que tant que vous n'avez pas accès à la comptabilité exacte et sérieuse de l'entreprise en question, vous ne pourrez pas savoir que, c'est peut-être un service de renseignement qui se trouve derrière. C'est 1 degré d'opacité supplémentaire que l'on rajoute à chaque fois. Un degré d'opacité, puis un degré aussi de flexibilité. Parce que quand on lit, alors alors c'est un degré de flexibilité, c'est surtout un bon moyen d'éviter de dépenser trop de pognon. C'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on remarque beaucoup, c'est que, alors ça pour le coup c'est une vraie tradition soviétique, les Russes sont restés des gros pingres là-dessus. Dépenser de l'argent, c'est souvent compliqué. Ce qui fait que généralement, il y a des appels d'offres qui sont menés pour faire des opérations d'influence. Déjà, d'une part, c'est un bon moyen de payer le moins possible. Et pour rogner les marges, c'est là où ça devient presque comique, les entreprises en question, justement, coupent sur quoi? Elles coupent sur la main-d'œuvre. Donc, on se retrouve, comme je le disais avec les gamins que j'ai pu étudier pour ma part, on se retrouve avec des gamins qui sont payés la moitié du salaire minimum en Russie, c'est-à-dire la moitié de 800 balles, globalement, qui doivent mener des opérations. Étonnamment, quand on est payé la moitié du salaire minimum, le cœur n'est pas souvent à l'ouvrage et il y a des petits écueils sur les détails. Mais pour le coup, c'est un vrai problème pour eux parce que pour pas se faire gauler, il faut qu'ils soient bons tout le temps. Nous, pour les repérer, il faut qu'ils foirent juste une seule fois et il faut que nous, on soit bons qu'une seule fois. Donc là, pour le coup, ils n'ont pas de bol là-dessus. Mais, encore une fois, il reste l'opacité, il reste le déni plausible, qui est un grand classique en termes, quand on parle d'opérations clandestines vis-à-vis de la Russie, d'opérations clandestines tout court d'ailleurs.
Pardon, je vous interromps, mais Non, ouais. il reste le déni plausible, mais il y a aussi vous avez commencé à le mentionner, une multiplicité d'acteurs, de ces entrepreneurs de la désinformation, Ouais. des petites boîtes, comme vous le disiez, plus ou moins technologiques. Il y en a une qui a émergé dans le débat il n'y a pas longtemps, c'est la fameuse Social Design Agency, qui a été étudiée notamment par le chercheur Kevin Limonier dans un long papier dans le Grand Continent, fondé sur un leak de données. Donc on remarque que c'est une entreprise, j'allais dire, tout à fait classique. On n'est pas du tout dans quelque chose de très opaque, de très lié à des informateurs dans des caves et de la fumée. On va prendre nos ordres au FSB, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est quelque chose de... C'est des boîtes qui font de l'influence au sens où des petites boîtes de com de Paris ou d'ailleurs pourraient aussi la faire. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir cette espèce de parallèle et de se dire, mais c'est pas parce qu'ils sont russes qu'ils n'ont pas forcément les mêmes façons de faire que nous toutes et tous. Non, au contraire, moi c'est ça que je trouve assez passionnant, c'est qu'on note qu'il y a une occidentalisation qui est très forte de la société russe, et ça se voit jusqu'à l'échelle le plus micro, où encore une fois, quand on va voir les comptes Instagram des gamins qui sont payés la moitié du salaire minimum, on tombe sur des gamins qui sont comme les jeunesses occidentales, un peu matérialistes, un peu consuméristes, même pour le coup beaucoup plus consuméristes, où on a quand même le fait de se la raconter parce qu'on a le dernier iPhone et qu'on va le publier sur Instagram, se prendre en photo dans les boîtes un peu branchées, etc. etc. Et quelque part, ça pousse à une réflexion qui est très intéressante. C'est-à-dire que les mecs, les nanas d'ailleurs, sont payés pour essayer de flinguer les mêmes sociétés occidentales qui les fascinent par ailleurs et sur lesquelles ils ont calqué tout leur mode de vie. Et dont ils utilisent un certain nombre de modes de dont ils utilisent absolument l'intégralité du truc. Hein. De réseaux sociaux notamment, ils ne sont pas que sur VKontakte. Complètement, mais du coup, ça pousse. Si on était un peu taquin, on pourrait vite un peu poser la question de alors au final, c'est qui influence qui ? Et quel est l'objectif final ? C'est-à-dire que si la destruction, par exemple, des États-Unis est l'objectif final, effectivement, ce type de jeunesse, là n'y trouvera pas son compte. Alors non seulement ce type de jeunesse risque de pas trop y trouver son compte, et à tout hasard, Dimitri Medvedev, qui est un grand fan de basket et de sneakers américaines, risque de pas trop y trouver son compte non plus. Donc en fait, c'est là où on voit que c'est bon, voilà, c'est pour être un petit peu taquin, mais oui, on peut quand même relever quelques paradoxes, mais qui sont parfaitement pertinents et parfaitement intéressants à étudier par ailleurs, même s'ils sont peut-être pas symboliques. S'ils veulent peut-être pas dire grand-chose au bout du compte, mais ça reste un petit peu amusant. Et dans cette architecture informationnelle, donc on voit que c'est beaucoup plus nuancé que dans notre imaginaire, que dans l'imaginaire même collectif, ou peut-être même des médias dits traditionnels dans nos pays. Est-ce que, vous mentionnez tout à l'heure l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, est-ce que c'est quelque chose qui a été immédiatement très utilisé ? Est-ce qu'il y a déjà des cas d'usage ? Est-ce qu'on a des deepfakes qui sont créés pour influencer les choses ? On sait qu'elle est utilisée pour, par exemple, faire un certain nombre de dessins animés sur un certain nombre de terrains, notamment dans un certain nombre de pays africains. Mais est-ce qu'il y a une utilisation, j'allais dire, industrielle de l'IA générative pour la propagande russe ? Quand même, disclaimer préventif, je trouve que c'est toujours compliqué d'affirmer des choses sur des opérations qui sont par nature secrètes. Et de la même manière, c'est quelque chose qu'on vous répond assez souvent. Moi, je pense que c'est un petit camouflet, mais bon, c'est une facilité langagière. Mais quand on vous répond, oui, mais ce que vous avez vu ne représente forcément pas le haut du panier, parce que le haut du panier, vous ne le voyez forcément pas. Oui, alors d'accord, il se trouve quand même qu'on finit par en voir beaucoup. Hein, donc on peut en tirer quelques conclusions, même s'il faut rester évidemment prudent. Sur le cas de l'intelligence artificielle générative, moi j'en vois de plus en plus. Okay. J'en vois de plus en plus dans les opérations que je peux étudier. Il y a même des fois où je me dis, tiens, j'ai un doute si ce truc-là a été écrit par un humain ou si ça a été écrit par une IA. Alors après, quand on voit qu'il y a 500 articles sur absolument le même format, on peut raisonnablement penser que c'est écrit par une intelligence artificielle, mais moi, je vous fais une confidence. Il se trouve que quand j'étais plus jeune, j'ai fait des travails, des petits boulots un peu pourri où je devais rédiger des fiches produits pour des magasins, etc. Je peux vous assurer que le copier-coller, ça allait aussi très vite. J'ai fait ça aussi. Donc, non mais d'où le fait que je peux pas non plus me permettre d'affirmer que ceci est nécessairement de l'intelligence artificielle générative. Il y a des cas où c'est très évident, on le voit, il y a pas de difficulté. Il y a plein de cas où je me pose aussi la question. Maintenant, je trouve qu'il y a... c'est un débat qui est intéressant, mais c'est peut-être pas le fond du sujet.
D'accord, oui. Quand on parle d'intelligence artificielle générative, depuis quoi? Depuis 1 an et demi, 2 ans, que ça a un petit peu de popularité médiatique. Moi, je vois beaucoup de gens deviser, partir en conjecture sur l'apocalypse informationnelle que ça va mener et sur le fait que, ça y est, demain, on n'arrivera plus à distinguer le vrai du faux de ce qu'il y a sur Internet. Ce qui est un débat plutôt rigolo parce qu'en fait, on a eu exactement le même débat à l'émergence de Photoshop. Absolument. Le logiciel de retouche de photos, de vidéos, de retouche de photos. On a eu exactement ce même débat. Il se trouve que l'apocalypse informationnelle n'a pas eu lieu après Photoshop. Là, sur l'intelligence artificielle, évidemment que ça va entraîner une évolution des usages, une évolution même de la manière qu'on a tous d'utiliser Internet et de se méfier des contenus qu'on voit en ligne aussi, parce qu'il y a ça. On se fait avoir 1 fois, 2 fois, etc. Et puis après, on finit par se poser 2-3 questions. Il y a des bonnes chances qu'on arrive sur le même scénario que ce qui s'est passé avec Photoshop. Ce qui ne veut pas dire que cela ne va pas entraîner une massification des opérations. Et en tout cas, ce qui est sûr, et ça fait très plaisir aux Russes, qui sont toujours des pingres, qui est que les opérations vont coûter beaucoup moins cher à mener et qu'avant, quand on devait faire 200 sites de fausses informations à la main, en payant des mecs qui allaient bosser dessus pendant 4 mois, là, vous laissez faire ChatGPT, ChatGPT va le faire de manière industrielle. Et ça va pas coûter l'équivalent de 2 développeurs à payer pendant 4 mois, ça va coûter 29,90 € le prix de l'abonnement. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait, ça me rappelle ce que vous disiez sur l'imprimerie tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plutôt la répétition du message et le coût marginal de répétition du message qui est moindre et qui du coup, quel que soit l'opérateur d'influence, va être ce qui pose de toute façon déjà des vraies questions en termes d'encadrement, en termes de qu'est-ce qu'on labellise, qu'est-ce qu'on fait, comment on essaye de se démerder globalement tous ensemble pour essayer de faire en sorte que les gens soient le moins possible trompés. Ouais. Il se trouve qu'ils seront de toute façon toujours trompés. Vaste sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais juste avant de revenir au potentiel, effectivement, solution à tout ce dont on parle, j'aimerais, et vous l'avez déjà mentionné, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la distinction que vous faites entre agent d'influence et idiot utile. Il y a une nuance là-dessus. Vous parlez d'idiot utile, alors une formulation qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est assez opérante et assez intéressante là-dessus. Ma question là, c'est quels sont les profils typiques de ces acteurs en France, si on parle d'agent d'influence, et d'idiot utile. C'est quoi vous faites allusion à qui? C'est compliqué, hein. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui tire des bénéfices, que ce soit matériel, du pognon, du prestige, ça peut être plein de choses, politique, du capital politique, de mener ce type d'opération, et les autres font exactement le même boulot, mais de manière complètement gratuite. Sans se rendre compte qu'ils font le boulot même. Sans même se rendre compte qu'ils font le boulot. Donc, pour moi, la principale distinction, elle est là-dessus. Maintenant, établir un profil type de l'idiot utile ou de l'agent d'influence, c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est compliqué. On pourrait réciter des choses un petit peu... c'est du poncif, mais évidemment que quelqu'un de très politisé en 2025, très opposant à Emmanuel Macron, quand il voit des informations fausses qui pourraient potentiellement venir de Russie, mais qui vont dans le sens de ce qu'il pense déjà, évidemment, pourrait être plus à même de s'en emparer et de les diffuser auprès de sa propre audience, s'il en a une. Il y en a toujours une, de toute façon, plus ou moins grosse, mais il y en a toujours une. Après ça, du moment qu'on a dit ça, va y avoir un petit peu tous les profils. Moi, ce que j'aime bien, c'est rappeler que, par contre, sur les agents d'influence, donc ceux qui sont conscients quand même de ce qu'ils font, il y a des profils qui sont plus ciblés par les Russes que d'autres. Alors lesquels ? On peut parler des hommes politiques, on peut parler des avocats, on peut parler des journalistes, et c'est typiquement à chaque fois que des activités ou des métiers qui ont la même particularité, qui est qu'elles sont un peu plus protégées que les autres du point de vue du droit dans l'expression publique qu'ils peuvent avoir. Et en même temps, ils ont souvent une expression publique. Ce qui est quand même moins le cas de une personne, on va dire une personne lambda, oui, ce qui va sans que ce soit négatif dans ma bouche, non, bien sûr. sans que ce soit un artisan, voilà, enfin un artisan, un ouvrier, quelqu'un qui a un boulot de bureau, etc. Non, il se trouve qu'un journaliste, ça a accès au débat public, un politique, ça a accès au débat public, et un avocat, ça a aussi accès au débat public. Et à chaque fois, c'est des professions qui sont beaucoup plus protégées que les autres. Je donne un simple exemple pour les avocats. Si vous voulez faire une perquisition chez un avocat, c'est pas tout à fait pareil que si vous voulez faire une perquisition chez un artisan. Si vous voulez perquisitionner un avocat, il faut qu'il y ait le bâtonnier ou un représentant du bâtonnier qui soit là. Ce qui fait que dans les faits, c'est des professions qui sont... Il y a
un degré de protection supplémentaire. Les journalistes, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller perquisitionner et d'aller foutre en garde à vue un journaliste. Il y a quand même un risque de shitstorm, de tempête de caca en bon français médiatique, qui puisse arriver derrière en deuxième vague. Donc forcément, rien que ça, c'est déjà des professions qui, en soi, sont un peu plus protégées. Alors les politiques, j'en parle même pas. Pour le coup, les élus en tout cas, va essayer de perquisitionner un élu. On a vu ce que ça pouvait donner. Tu vas vite comprendre pourquoi c'est un peu plus réticent au niveau des autorités d'aller mener des perquisitions. Ce qui ne veut pas dire qu'ils le font pas. Hein. Et pourquoi effectivement les Russes ciblent plutôt ce type de profil, pas que les Russes d'ailleurs. Hein, mais parce qu'ils ont accès au débat public. Voilà. Et alors, autre profil qui a accès au débat public, et j'aimerais peut-être qu'on rentre dans les détails de cette opération qu'on a mentionné un petit peu tout à l'heure, qui date un peu, mais qui résume, je trouve, assez bien la façon dont on peut avoir comme vous le dites, hein, ces agents d'influence qui opèrent, puisque une autre cible un peu plus récente, c'est celle des influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs sur Internet, hein, donc les youtubeurs, les twitchers, les gens qui font un certain nombre de choses qui atteignent une audience. Et on a, à un moment donné, juste après, si je ne dis pas de bêtises, hein, la pandémie de Covid, ou en tout cas pendant, parce qu'il était question de vaccination, si je ne dis pas de bêtises, au début, on a une agence avec pignon sur rue, on va dire, qui a approché un certain nombre d'entre eux, c'est l'agence Phase, ou Phase, je ne sais pas comment on prononce. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, qui ils ont contacté, comment ils l'ont fait, et qu'on se rende un peu compte de la forme que peut prendre une opération d'influence russe? Justement, on va pouvoir reboucler avec ce qu'on disait sur la privatisation de ce genre d'opération. Phase, c'est une entreprise fantoche qui se présentait comme un leader du marketing digital à l'échelle mondiale, qui prétendait avoir plein de clients prestigieux, etc., et qui en fait fait ce que font beaucoup d'entreprises de ce domaine-là, c'est-à-dire contacter des influenceurs, que ce soit, des influenceurs, c'est pas du tout péjoratif dans la bouche, mais voilà, en l'occurrence, ils sont allés chercher des producteurs de contenu sur YouTube pour leur proposer un deal. Et notamment une personne qui s'appelle Léo Grasset, qui avait une chaîne, qui a toujours une chaîne d'ailleurs, de vulgarisation scientifique, et qui, dans mes souvenirs, devait être aux alentours de 1,2 million, 1,3 million d'abonnés, quelque chose comme ça. Pas rien. Ce qui est quand même gigantesque, ce qu'il plaçait à l'époque parmi les plus gros youtubeurs de France, en termes d'audience. Et en fait, cette boîte, étonnamment, on s'est vite rendu compte que la proposition était un petit peu étrange, parce qu'il lui proposait... de réciter des éléments de langage sur la toxicité du vaccin de Pfizer et quelque part de mettre aussi en avant le fait que le vaccin Sputnik originaire de Russie était plutôt pas mal, quoi. Étonnamment, le truc était tellement gros, tellement mal fait, en l'occurrence, d'ailleurs fait par quelqu'un qui était payé la moitié du salaire mensuel, les fameux, que évidemment Léo Grasset s'est dit tiens, c'est quand même étrange, quoi, c'est pas très normal, et il a tout révélé publiquement. Il est allé sur Twitter et il a raconté exactement ce qui se passait, qu'une personne lui proposait de faire de la désinformation en pleine période de pandémie où les gens mouraient, où les hôpitaux étaient saturés et où justement on se posait énormément de questions sur les vaccins qui venaient de sortir pour la plupart. Alors lui a décidé de révéler publiquement, mais si pour un qui décide de révéler publiquement, on peut, vous mentionniez la question de l'iceberg tout à l'heure, combien sont approchés quotidiennement d'influenceurs, micro-influenceurs, nano-influenceurs par ce type d'agence? Ça va être la question, c'est une vraie question. Évidemment, j'ai pas la réponse parce que, encore une fois, je suis pas de l'autre côté du mur, hein, voilà. Toujours est-il qu'on est allé enquêter sur cette entreprise. Et derrière cette entreprise-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre entreprise qui, elle, était par contre russe, de marketing digital, et on s'est rendu compte de la manipulation. Mais là encore, même si on avait des doutes sur qui pouvait être le client final de Phase, la personne qui a commandité l'entreprise, qui a payé l'entreprise pour aller approcher des youtubeurs, le fait que ce soit une entreprise privée donne une opacité et donne quelque part une protection aux commanditaires dont on ne sait toujours pas aujourd'hui qui était forcément derrière Mordicus. Et oblige donc les journalistes comme vous à enquêter, appeler, se déplacer pour trouver effectivement qui est le commanditaire. Et ça, c'est effectivement extrêmement compliqué d'attribuer ce type d'opération d'influence, pour reprendre un terme un peu technique. Et pour vous dire à quel point ça n'a pas marché et à quel point je pense que c'est symptomatique de ce qui peut se passer en Russie, un an plus tard... Oui, on était en 2021, donc c'était en 2022. Un an plus tard, la guerre en Ukraine avait débuté. Et Léo Grasset a de nouveau été approché par une autre entreprise russe pour faire de la désinformation, cette fois dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc on est quand même sur des gens
qui n'ont même pas fait l'effort d'utiliser un outil secret qui s'appelle Google, de mettre le nom Léo Grasset à l'intérieur et qui auraient pu, en le faisant, se rendre compte que le mec avait tout balancé un an auparavant et que c'était peut-être pas le client idéal. Bah là, rebelote, on a refait la même blague, et là, pour le coup, on a réussi à remonter beaucoup plus loin, en remontant évidemment l'entreprise qu'il y avait derrière, et quelques années plus tard, on a réussi à faire des connexions avec ce qui se passait dans un autre pays, qui était la Roumanie. Et on s'est rendu compte, dans notre travail chez Intelligence Online, que les personnes qui avaient commandité l'opération auprès de Léo Grasset étaient des personnes qui menaient ce type d'opération en Roumanie depuis au moins 2015. Ce qui nous a permis de découvrir que quelque part, la Roumanie avait été un laboratoire d'essai des techniques de désinformation et d'opérations d'influence pour les Russes. Les mecs ont tout testé en Roumanie, ont fait le tri entre ce qui marche et ce qui marche pas, et au fur et à mesure, ont décidé d'exporter ce qui marchait, ce qui marchait pas, ils le laissaient de côté, quoique, et ont décidé d'exporter ça plus à l'ouest. Et donc, selon vous, ce qu'on observe aujourd'hui en Roumanie, en Moldavie, est-ce que c'est effectivement un risque qu'on voit venir sous nos latitudes dans quelques temps? C'est-à-dire qu'à force de se dire, tiens, ça marche pas, bourrinons sur TikTok pour une élection présidentielle, par exemple, pour ne reprendre que cet exemple-là, puisqu'on on en a une qui arrive en France dans pas très longtemps. Est-ce que ça nous permet d'avoir une idée de ce qui va nous arriver dans les prochains mois, prochaines années? Je pense que pour l'affaire qui nous a occupés avec Léo Grasset, ça a été le cas. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas. C'est bien tout le concept. On a des doutes. Moi, j'aime bien observer ce qui se passe aux Philippines, parce qu'on se rend compte que ce qui se passe aux Philippines a une sale tendance à ressurgir dans le monde occidental dans la foulée. Mais les méthodes évoluent. Le modus operandi de comment sont faites ces opérations évolue, est testé ailleurs, et les acteurs apprennent les uns des autres. Ouais. Les Chinois peuvent prendre exemple sur ce qui se passe sur les Russes peuvent s'inspirer d'une élection locale aux Philippines, etc. etc. Ouais, donc il y a une espèce de veille collective sur ce qui fonctionne ou non dans les opérations d'influence. Mais comme tous les écosystèmes industriels qui vérifient ce que fait la concurrence, regardent ce qui marche pas, et ensuite va déployer peut-être les mêmes moyens ou va s'inspirer des méthodes du concurrent. C'est vrai pour le secteur privé. C'est vrai aussi pour les services de renseignement. Et pour valider ce qui marche ou ce qui ne marche pas, il faut que la réception fonctionne quand même. Hein. C'est ça l'important. C'est pour ça que quand vous mentionniez le terme idiot utile, ça m'a un peu frappé. C'est-à-dire que vous montrez quand même que malgré cette espèce de diversité d'acteurs, le fait que ce ne soit pas centralisé, sortir effectivement du fantasme de la manipulation très très organisée, très structurée, vous montrez quand même que les Russes maîtrisent ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, la manipulation des comportements humains, que ce soit des comportements électoraux ou autres, en exploitant un certain nombre de nos biais. Concrètement, est-ce que c'est des choses qui sont diffusées auprès de tous ces agents d'influence? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience et une connaissance de ces mécanismes psychologiques qui font que leurs opérations d'influence fonctionnent? Oui et non. Non, parce qu'il y a toujours beaucoup d'amateurisme et qu'on voit quand même beaucoup d'opérations qui se foirent de manière assez monumentale. Oui, éventuellement, parce qu'on note aussi qu'ils ont une sale tendance à aller reprendre les méthodes éprouvées du temps de l'Union soviétique, et notamment pendant la période Andropov, où là, pour le coup, on avait vraiment des officiers de renseignement qui réfléchissaient à ces sujets, qui menaient des opérations d'une grandeur, et qui, honnêtement, je le dis sans rougir, c'était classe. Franchement, franchement, ça avait une autre gueule, quoi. C'est pas pour dire c'était mieux avant, mais là, pour le coup, ouais, c'était mieux avant, quoi. Propagande russe, c'était mieux avant. Je vais le mettre en citation, Nicolas Canet. Non, mais pour le coup, vraiment, moi, je pense à une opération incroyable qui s'appelait l'opération Neptune. Justement, je crois que c'était pendant la période Andropov, où on était quand même sur quelque chose qui avait de la gueule, quoi. On était sur des officiers de renseignement extrêmement talentueux. L'opération est racontée dans le livre de Thomas Reed, Active Measures, dans le mien aussi d'ailleurs, tiens, j'en profite. Tout à fait. J'avais oublié. L'opération était assez bien pensée. On était sur des officiers de renseignement qui avaient surfé sur une légende urbaine sur le territoire de l'actuelle République tchèque, où concrètement il y avait une zone montagneuse qui était occupée par les militaires, les civils n'avaient pas le droit d'y aller.
les civils, à force de pas avoir le droit d'y aller, ont fini par développer tout un tas de légendes sur cette zone montagneuse où il y avait quelques lacs. Ça rappelle un certain nombre d'endroits en France, aux États-Unis. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ces zones. Exactement. militaires. Et là, en l'occurrence, sur ce lac-là, le lac avait la réputation d'être un petit peu magique et d'avoir englouti une princesse avec son carrosse, des soldats de Napoléon et des soldats nazis de la Deuxième Guerre mondiale qui fuyaient le front de l'Est. Il se trouve que, honnêtement, moi je suis journaliste, tu as été journaliste, on a quand même le potentiel ici de faire un super sujet de télévision quoi, sur le lac enchanté, vraiment. On a envie d'y aller. Moi je te signe un 72 minutes là-dessus. Mais du coup, là où c'est absolument brillant, c'est que les mecs du KGB en ont eu vent quand même du fait qu'une équipe de télévision avait envie d'aller faire un docu là-dessus. Et ils ont monté l'opération Neptune sur cette base-là. L'opération Neptune a consisté à infiltrer des mecs dans l'équipe de tournage. On est en quelle année juste pour bien comprendre? On est dans les années 60. 70 hein 70 70. Okay. 70. À peu près sûr que c'était les années 70. Il Okay. faudra vérifier. Les mecs ont infiltré des gars dans l'équipe de tournage et ils ont monté un truc absolument génial en sachant qu'il allait y avoir des sondes dans le lac pour retrouver le carrosse, les soldats de Napoléon, etc. Eux, ils sont restés sur les nazis. Du coup, ils se sont dit, on va monter une opération, on va prendre une caisse, on va vieillir artificiellement la caisse pour faire semblant qu'elle a été immergée pendant 2 décennies dans la flotte, et on va foutre pas mal de trucs qu'on a récupérés des archives nazies à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui moisissent dans les archives du KGB. Au passage, on va payer des mecs pour enlever les annotations en cyrillique pour pas que ça se voit, parce que les annotations déposées à l'encre s'attachent. Et on risque de se rendre compte que c'était pas vraiment d'origine. Donc il y a des mecs qui ont été payés pour gratter toutes les annotations en cyrillique pendant je ne sais pas combien de temps. Et au milieu de toutes ces vraies archives du régime nazi, on va mettre quelques faux. Et les quelques faux qu'on va déposer dans cette caisse-là vont incriminer les dirigeants actuels de l'Allemagne de l'Ouest à l'époque en leur inventant des liens avec le régime nazi à l'époque. Absolument fascinant. Les gars, c'est 64. les gars ont monté l'opération. On réussit à infiltrer les gens dans l'équipe de tournage au nez et à la barbe, des équipes de tournage, de la réal, etc. Et ont même fait en sorte que ce soit le journaliste qui tombe miraculeusement, pas du tout, ils ont planté la caisse sachant très bien où le mec allait sonder, à l'endroit où le type est descendu en tuba, quoi. Et évidemment, le mec remonte la caisse, fait cette découverte de dingue des archives nazies qui ont toutes l'air complètement authentiques, en plus, et d'ailleurs pour la plupart, elles étaient complètement authentiques. Et là, forcément, ça a un buzz médiatique. C'est un buzz médiatique qui fait que toutes les agences de presse au monde les plus prestigieuses, l'AFP, AP, sont toutes venues voir les archives incroyables que le mec avait remontées au hasard d'un documentaire télé. Ce qui est dingue, c'est que tous les mecs de l'équipe de télé n'étaient pas du tout au courant de tout ça. Bien sûr. Donc en fait, eux-mêmes pensaient vraiment avoir le scoop du siècle, quoi. Et ils tombent quand même dans la caisse vieillie sur des documents qui incriminent les élites politiques d'Allemagne de l'Ouest. Ouais. C'est autre chose qu'un article du Figaro rédigé par une intelligence artificielle. Oui, et puis alors attention, là où c'est génial, c'est qu'en plus, il y a eu une conséquence qui a été tout à fait vertueuse à cette opération, qui est qu'on arrivait à la période butoir où les crimes nazis allaient être prescrits. Et c'est notamment grâce à l'opération Neptune que les crimes nazis en Allemagne sont devenus imprescriptibles parce qu'on s'est dit que, ah bah merde, si on retrouve... il y a encore des mecs, on les a pas trouvés, vite, faut agir. Donc ça, typiquement, ça a été une des conséquences tout à fait inattendues de l'opération Neptune. Mais vous m'accorderez quand même le plaisir de penser que ça avait quand même un peu plus de gueule que des types qui envoient un mail à un influenceur français, payé la moitié du salaire minimum et qui ne se sont pas rendus compte que le même mec avait dévoilé une opération d'influence russe une année auparavant. Je vous l'accorde. Merci. Je vous l'accorde. Il n'en reste pas moins quand même qu'on a cette espèce de crainte en France. Alors on l'a entendu dans la bouche du chef d'état-major des armées françaises. En France, on a la crainte quand même d'être une cible de la Russie, une cible de choix. C'est effectivement le cas. Et on est parfois identifié comme le maillon faible de l'OTAN. Pourquoi ? C'est quoi les vulnérabilités propres à notre société par rapport à nos voisins, par exemple ? Je termine juste pour boucler sur la dernière question, qui est que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des opérations qui sont très bien montées aujourd'hui. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a que des nazes. Bien sûr. Même si je pense que comme dans tout corps de métier qui se respecte, il y a quand même une proportion de nazes assez élevée. Là où c'est intéressant pour votre deuxième question, c'est que c'est une construction historique. La spécificité française est une construction historique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un contexte où on a un parti communiste qui est très fort,
où il y a un anti-américanisme en pleine période de guerre froide qui est très répandu au sein des élites, mais aussi on a une tradition de la presse en France qui se veut d'être une presse de combat. Pour ça que vous avez plein d'éditorialistes à moitié moisis qui se trimballent sur les plateaux télé, qui se prennent tous pour Zola alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur dit doigt. Là, pour le coup, c'est exactement ce qui se passe. Une presse d'opinion, une presse où on laisse une large part aux textes d'opinion, justement, qui sont pas forcément basés sur des faits, avec une tripotée de mecs qui se prennent tous pour Zola, est beaucoup plus facile à infiltrer qu'une presse d'investigation. Faire passer des éléments de langage quand vous êtes un service de renseignement étranger dans une presse d'opinion, moi je peux vous assurer, j'ai travaillé pour de la presse d'opinion, je peux vous assurer que les tribunes qu'on reçoit et on se dit merde, on a un trou dans le journal du lendemain, je peux vous assurer que les gars prennent pas la peine de vérifier qui est l'auteur et de faire des grandes vérifications. Ce qu'on appelle la due diligence, d'aller vérifier qui est quoi, notamment en tapant un nom sur Google, par exemple. J'ai vu dans des canards dans lesquels j'ai travaillé des tribunes passer avec des mecs où on faisait une recherche sur Google, on se rendait compte que ses clients principaux dans son entreprise, c'était Russia Today et l'Église orthodoxe russe. La tribune est passée et personne ne l'a jamais retirée parce que c'était gênant de se rendre compte de l'erreur. Et je sais où à peu près vous avez travaillé, on ne parle pas de France Soir et de médias qui sont... Non, on parle de médias tout à fait connus, tout à fait respectés sur place publique. Hein. Donc là, ça, c'est un des éléments de pourquoi la Russie nous Pourquoi la Russie vise. ciblait particulièrement la France à l'époque. T'avais la presse d'opinion et évidemment, par-dessus tout ça, il y a quand même quelque chose à noter qui est le positionnement gaullien. Le positionnement gaullien qui voyait la France comme la troisième voie, hein, la puissance à l'équilibre entre deux grands pôles, vraiment, etc. Enfin, moi, j'ai toujours interprété ça comme l'empire qui refusait de mourir, hein, concrètement, et de se rendre compte que c'était plus qu'une puissance moyenne. Mais dans l'absolu, le positionnement gaulien a été interprété par les soviétiques à l'époque comme littéralement un aveu de « tiens, c'est là où les défenses sont les plus faibles. Donc c'est là où c'est intéressant d'aller taper. » Parce que essayer de faire la même chose du côté du Royaume-Uni, où il y a pour le coup une hostilité beaucoup plus marquée vis-à-vis de l'Union soviétique, les gars ont compris qu'ils avaient plus de chances de réussir leurs opérations s'ils ciblaient la France, et c'est pour ça que la France était considérée comme le maillon faible de l'OTAN. Et je pense très sincèrement que la réflexion qui prévalait à l'époque est encore valable aujourd'hui. Ouais. Et elle est encore valable aujourd'hui. Alors il y a quelque chose que j'ai appris en lisant votre livre. Elle est valable aujourd'hui à toutes les strates et dans toutes les couches de la population, notamment chez les militaires, puisque vous mentionnez qu'il y a un certain nombre de Russo-BA, alors vous appuyez sur des sources pour dire ça bien évidemment, au sein de l'armée française, et dont la fascination pour le régime de Poutine, pour la personne de Poutine et son régime, constitue en elle-même une vulnérabilité. Ouais, alors c'est très intéressant comme sujet. C'est un sujet qui est très, très périlleux, parce que quand vous interrogez l'institution sur la présence de gens dont on peut douter parfois des obédiences, elle vous répond quelque chose d'à la fois très vrai et en même temps de très faux aussi, en vous répondant que l'armée est à l'image de la population et que du coup, toutes les tendances vont se refléter ici. Moi, j'ai souvenir d'avoir eu une conversation avec un colonel, voilà, dans un endroit intéressant au sud de Paris, qui m'expliquait, on parlait beaucoup du cas de Saint-Cyr, parce qu'il y avait eu des articles dans la presse, notamment chez Challenge, sur les Russo-BA de Saint-Cyr, et le fait qu'il y avait quand même un sujet de personnel enseignant pro-russe, dans mes souvenirs, à Saint-Cyr, quand même face à une personne qui m'expliquait aussi qu'il y avait des gros gauchos à Saint-Cyr. Je lui dis, oui, bon... le club antifasciste de Saint-Cyr est quand même pas extrêmement connu. Les antifas de Saint-Cyr. Les antifas de Saint-Cyr, c'est pas le truc qui a le plus pignon sur rue. Donc bon, moi je veux bien qu'il y ait des mecs plus marqués à gauche un peu partout, ça c'est tout à fait vrai. Il n'empêche que au fur et à mesure des affaires qu'on a vu émerger, notamment dans la presse, et des choses dont on a vent ici et d'autres, moi je me rappelle d'un lieutenant-colonel sur une base aérienne qui travaillait, ou qui travaille toujours d'ailleurs, pour la DRM, qui avait un aigle russe bicéphale tatoué dans tout le dos qu'il affichait dans les vestiaires. Le fameux aigle de l'Empire. Hein. Voilà. Bon, il y a quand même un ou deux sujets qui va finir par se poser. Dans le cas... alors là, pour le coup, c'est vraiment de la sociologie politique pour les nuls, c'est de la discussion de comptoir, mais ça reste un podcast, Nicolas Canel, vous pouvez y aller. Non, mais je pense qu'il y a un fond de vrai là-dedans. On m'excusera peut-être la radicalité du propos, ou peut-être le manque de rigueur dans ce que je vais énoncer.
Je pense que si on fait le portrait type du gamin qui rentre à Saint-Cyr, où papa est colonel de gendarmerie, vote pas particulièrement à gauche, c'est même plutôt l'inverse, où il y a messe tous les dimanches, etc., etc. Enfin bref, un profil politique marqué, plutôt à l'extrême droite. Quand le gamin entend Vladimir Poutine dire il y a un grand remplacement en Occident, les LGBT c'est la décadence, et je ne sais quelle connerie, je pense que le discours de Vladimir Poutine peut faire écho à une certaine tranche de la population qu'on a en France au sein de l'armée, mais pas que, qui aurait plutôt tendance à être plutôt raccord avec ce que dit Vladimir Poutine. Et je pense qu'il y a eu une fascination pour la Russie. Il y a toujours une fascination, je pense, pour la Russie qui pose question, parce que malgré les très persistants espoirs de normalisation des relations entre la France et la Russie, et tous les discours que l'on peut entendre au quotidien sur l'allié naturel, les centaines d'années d'histoire commune, etc. Il se trouve quand même que non, aujourd'hui, la Russie, c'est quand même globalement plus un acteur qui se considère eux-mêmes comme votre ennemi, en fait. Donc c'est quand même très particulier de voir qu'il y a encore de la fascination. Et par contre, là où je crois tout à fait le colonel avec qui j'en ai discuté, quand il me disait que quand même l'invasion en Ukraine a remis les pendules à l'heure pour beaucoup de gens. Oui, il y a eu quand même un wake-up call, comme on dit, un réveil dans un certain nombre d'institutions. Quand même, encore heureux, les gars, quoi. Enfin, il n'empêche que j'ai continué à voir des textes sortis de gens très gradés, notamment d'analyse du conflit russo-ukraine, où j'ai vu des notes, des textes qui est divers et variés, qui avaient une consonance qui était quand même très pro-russe. Hein. Mais ça fait un peu le lien. Et on était en 2023-2024, ouais, donc il n'y avait pas d'histoire de « Ah tiens, wake-up call ». Non, lui, il n'est pas arrivé jusque-là, apparemment. Quoi. Mais ça fait le lien, ce que vous me dites, avec les 2 premiers épisodes qui parlaient des États-Unis. C'est si on trouve un dénominateur commun là-dedans, si je prends très rapidement, à très gros traits, c'est là quand même la fascination pour l'homme fort et le constat, plus ou moins appuyé sur des faits, que les démocraties issues des Lumières et l'organisation politique qui est la nôtre au sein du bloc occidental tel qu'il existe encore à peu près est tout à fait fragile, et peut-être qu'il faudrait en changer pour aller vers quelque chose de plus autoritaire. Est-ce que ça, c'est un des messages fondamentaux de la propagande russe, c'est de dire regardez vos institutions démocratiques, de toute façon elles ne fonctionnent pas? Alors 2 choses, même 3 choses. Étonnamment, je trouve que cette fascination pour l'homme fort, des entretiens que j'ai pu mener, j'ai l'impression qu'elle s'est beaucoup popularisée à partir du mandat de François Hollande, en fait. Étonnamment, je trouve que c'est quand même venu en miroir de toutes les accusations qui ciblaient François Hollande à l'époque, de Flamby, le mou, etc., tous les trucs qu'on a pu entendre à l'époque. Oui, vous avez raison sur le fait que les gens peut-être peuvent considérer que les institutions démocratiques peuvent paraître plus faibles. Moi, je ne suis pas persuadé de ça. Je trouve que c'est un discours, quand je l'entends, qui sonne quand même très défaitiste. Bien je sûr. trouve que c'est quand même un discours, quand il est prononcé, de gens qui ont quand même pas beaucoup confiance dans leur propre pays, quoi. Alors, j'ai un peu la faiblesse de penser que le pays dans lequel on est a une histoire, un passé, un socle de valeurs qui est certainement beaucoup plus résilient que l'esprit des gens qui osent tenir ce discours-là. Je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il y a effectivement un enjeu d'un point de vue du discours public, si on veut parler de propagande, d'influence au sens sociologique du terme, de réenchantement du corpus républicain. Moi, je trouve que quand même, liberté, égalité, fraternité, c'est un truc qui a de la gueule. Hein. Je trouve ça plutôt sympa. Enfin, moi, je préfère ça à l'équivalent à ce que je peux voir dans d'autres pays autoritaires ou dictatoriaux. Étonnamment, je pense qu'on sous-estime un peu trop nos institutions, même si faut rester prudent. Et l'exemple américain du 2e mandat de Trump nous a démontré que les choses peuvent partir à volo très vite, très vite. Mais du coup, je pense qu'il y a un vrai enjeu ici. Alors cet enjeu-là, justement, faut arrêter de penser. Pardon, mais je pense qu'il faut arrêter de penser que l'homme fort c'est la solution à tout, quoi. Les photos, les montages un peu rigolos de Poutine qui chevauche un ours. Les humoristes qui font systématiquement la blague de se battre avec un russe, ça fait peur, etc. Moi je veux bien. Je constate aussi que quand même, c'est quelque chose que disait Christo Grozev, un des enquêteurs de Bellingcat, qui est un des journalistes qui a manqué d'être assassiné par le régime de Vladimir Poutine, et qui racontait justement comment, quand il remontait la trace de ces assassins potentiels,
étaient retombés sur des messages, des conversations de commanditaires qui disaient que Poutine vraiment pouvait pas se blairer Christo Grozev. On est quand même du coup sur un homme fort qui est censé être tellement au-dessus de la mêlée dans l'imaginaire un peu complotiste et pro-russe BA le type est limite un surhomme au sens nietzschéen du terme, qui du coup arrive pas à supporter les petits articles d'un journaliste. Je dis, moi je trouve que votre homme fort, il a le cuir, il a pas le cuir très épais quand même. Il y a quelques faiblesses, mais liberté, égalité, fraternité, c'est quelque chose d'assez fort, un message assez clair sur lequel on peut à peu près tous, on peut faire des choses avec ça. À peu près toutes et tous être d'accord. Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus, par exemple, pour envisager une contre-propagande à la française? Est-ce que déjà ce terme de contre-propagande, nos institutions peuvent à un moment ou à un autre se l'approprier? Première question. Et deuxième question, qui, dans l'écosystème français actuel, pour le porter? C'est une question intéressante. Je pense qu'il faut revenir avant ça, avant d'y répondre très directement, à la naïveté qu'on a pu avoir en France vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine depuis Jacques Chirac. Que vous décrivez dans le bouquin de façon très intéressante. Étonnamment, on parlait de François Hollande juste avant, le type qui avait la réputation d'être un mec globalement faible, ce que vous voulez, flambi, tout ce que vous voulez. Il n'empêche que je crois que c'est le seul président qui a jamais eu de naïveté vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Ce qui n'a pas été le cas pour Chirac, ce qui a encore moins été le cas pour Sarkozy, notamment avec la vente des vaisseaux, que d'ailleurs François Hollande a annulé pour le coup. Il s'en est pris plein la gueule. D'ailleurs, au moment où il a annulé, au final, en 2022, on peut se dire que le mec avait quand même le nez creux. Mais même du côté du premier mandat d'Emmanuel Macron, premier chef d'État invité à Versailles, c'était Vladimir Poutine. Absolument. Brégançon, pour parler évidemment du reset des relations, blabla. Après derrière, fort de Brégançon, invité en plein cœur de l'été, Vladimir Poutine. Bon, y a eu quand même beaucoup de naïveté avec toujours cette idée de non, mais moi je suis plus intelligent que les autres, on va arriver. Réussir à le c'est convaincre. Systématiquement, moi je vais réussir à le convaincre, je suis plus malin que les autres. Il se trouve que non. Donc on arrive en 2022 et là pour le coup ça a été définitivement la fin des illusions françaises pour moi vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir vraiment sérieusement à qu'est-ce qu'on fait pour lutter la désinformation et l'influence qui provient du Kremlin. Alors qu'est-ce qu'on fait, Nicolas Cadel? On a fait plein de choses. Déjà, on faisait déjà quelques trucs, voilà, mais bon, c'était un sujet qui était quand même mis à la marge. On a créé notamment une institution qui s'appelle Viginum. Viginum, qui est une agence qui est placée sous l'égide du SGDSN, qui lui-même est placé sous l'égide du contrôle du Premier ministre, qui est une agence qui travaille de manière interministérielle avec le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, les services de renseignement également, pour aller identifier, et qui est un outil rudement efficace, il faut bien l'avouer, pour aller identifier les opérations d'influence étrangères qui utilisent Internet, c'est peut-être aussi la limite du truc, et qui emploient des comptes, voilà, on va pas reprendre le décret qui régit l'action de Viginum, bon, il y a plusieurs décrets cumulatifs sur le fait que Viginum doit rencontrer pour pouvoir se saisir d'un sujet. Et voilà, et bref, Viginum, on a mis ça en place, typiquement, c'est un des trucs. Le ministère des Affaires étrangères est encore en train de structurer sa réponse, a annoncé récemment un volet plus offensif. Pas le ministère qui l'a annoncé, c'était un article de La Lettre qui a révélé ça, une note de Jean-Noël Barrot qui a fuité sur le fait que la France devait être plus offensif pour contrer la désinformation et la propagande venant de Russie. Le Quai d'Orsay qui a mis en place un outil qui s'appelle French Response et qui va répondre à un certain nombre d'éléments sur les réseaux sociaux et qui va, pour l'instant, répondre assez factuellement, mais peut-être dans un deuxième temps, essayer de jouer sur d'autres registres, l'humour, le fait de le contre-troll, comme on dit dans le jargon, pour essayer d'atténuer la propagande russe. On peut aussi citer le ministère des Armées qui a monté une cellule qui s'appelle Anticipation, Stratégie, Orientation, ASO, dont je parle aussi dans mon bouquin, qui est une cellule qui s'occupe là aussi de contrer la propagande et l'influence russe, notamment pour le coup en Afrique, du moment où Barkhane était encore en activité. Et c'est eux, par exemple, qui avaient fait l'opération du charnier de Gossi. Faudra peut-être préciser deux, trois éléments sur cette opération, merci. L'opération du charnier de Gossi, c'était un truc très bête, c'était en plein retrait des forces françaises du Mali. Il y avait la base avancée de Gossi, que les Français venaient d'évacuer, et les mecs de Wagner sont arrivés, les Russes de Wagner sont arrivés, ont massacré des gens dans un village voisin et ont bidouillé une espèce de fosse commune de charnier
de faux charniers en voulant prétendre, en commençant à filmer les corps qui étaient situés opportunément à la sortie de la base militaire française. Et sauf que ASO a eu la bonne idée de laisser des moyens de captation en stationnaire au-dessus de la base pour filmer directement les mecs de Wagner en train de constituer les charniers. Donc ça a permis de couper l'herbe sous le pied de cette opération russe. Et c'était pour moi, encore aujourd'hui, en 2025, une des opérations qui a le mieux fonctionné en termes de contre-propagande vis-à-vis au sein des armées françaises. Et il y a eu une anticipation et une réaction assez rapide des armées sur cette question. Alors, quand on évoque l'écosystème, et vous venez de le faire, il y a plein d'éléments peut-être un petit peu disparates. Vous, dans votre livre et même dans certaines de vos interviews, vous mentionnez quand même la nécessité que l'ensemble de la société, vous n'êtes pas le seul, hein, mais que l'ensemble de la société prenne conscience de la situation de, on va dire peut-être éventuellement chaos informationnel dans laquelle on se trouve, en tout cas du fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui essayent d'influer sur nos sociétés, notre société française. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être que ce propos soit porté au lieu, voire entrer au lieu? On a mentionné un conseil de défense informationnelle qui était prévu pour le 10 septembre. À l'heure où on enregistre, il n'est pas encore reprogrammé officiellement et ça vous fait sourire. Est-ce que ça part de là? Est-ce que l'impulsion doit venir de la tête de l'État, ou est-ce qu'au contraire, il faut que chacun et chacune prenne conscience de ces questions? Pour moi, c'est un débat qui est important, qui est même extrêmement presque philosophique, hein. La question, c'est est-ce que ça doit forcément venir d'en haut, ou est-ce que c'est l'affaire de tout à chacun? Moi, je suis plutôt persuadé que c'est l'affaire de tout à chacun, et pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est efficace dans mon bouquin, parce que pour bien comprendre, en fait, les 10 premiers chapitres de mon livre sont consacrés aux opérations des Russes qui touchent la France. Les 10 derniers chapitres sont, eux, consacrés à la réponse française. Et je suis allé voir un petit peu là où ça marche ailleurs. Pourquoi est-ce qu'en Finlande, les opérations d'influence russe, ça marche pas? Pourquoi est-ce qu'à Taïwan, les opérations d'influence chinoise, ça marche pas? Et il se trouve quand même que ces pays ont tous, globalement, adopté la même stratégie dite de la Wall of Society Approach, qui l'approche inclusive de toutes les couches de la société, en ayant pour philosophie que la guerre informationnelle, c'est l'affaire de tout le monde, parce que ça cible tout le monde. Donc, en fait, si tout le monde est potentiellement une victime, tout le monde est déjà un acteur de cette guerre informationnelle. Je pense que c'est un des axes de réponse aux opérations pour contrer les opérations d'influence étrangère, pas forcément russes, mais voilà, toutes les opérations d'influence étrangère, ou même domestique d'ailleurs, qui est quand même que, voilà, faut avoir conscience déjà que ce conflit informationnel a lieu est déjà peut-être la première étape qui irait dans le bon sens. La deuxième étape qui, pour moi, irait dans le bon sens, ce serait évidemment d'avoir des citoyens qui soient mieux formés à la critique des médias au sens large. Qui est quand même un sujet que pas très tendance, hein, fondamentalement. On va l'affirmer, la plus grosse association qui fait ça en France a des effectifs constants, je crois, depuis 20 ans. Je crois que c'est une quarantaine de personnes, une vingtaine ou une quarantaine de personnes. Ça n'a jamais évolué. Moi, si je devais peut-être suggérer quelques pistes... C'est la question que j'allais vous poser, donc bien allez-y. modestement. Non, mais bien modestement. Mais je suis à peu près persuadé qu'on lutte mieux, qu'on inculque mieux aux gamins la critique des médias en ayant plus de profs et pas moins de profs. Je suis à peu près sûr qu'il y a une question quand même qui transparaît en creux. Pourquoi est-ce que ça marche pas en Finlande? Parce qu'en Finlande, il n'y a pas de crise de défiance généralisée comme on l'a en France. En Finlande, vous avez des chiffres complètement dingues. C'est pas les chiffres exacts, excusez-moi, mais un des derniers sondages que j'avais vu, je crois que c'était quelque chose du genre 85 ou 90% des Finlandais font confiance en leur audiovisuel public. 80% d'entre eux ont confiance dans leur caste politique. 80% d'entre eux ont confiance dans les institutions judiciaires. On regarde les chiffres en France, c'est exactement l'inverse. C'est le miroir. C'est 20%. Ouais, c'est ça. Autour de 20-25% maximum. Voilà. C'est 20-25% ont confiance dans les médias. 20-25% ont confiance, et encore moins, dans les politiques, etc., etc. La question en creux, c'est comment est-ce qu'on fait pour redonner de la confiance aux citoyens envers leurs institutions. Mais donc, ce que vous dites, c'est que cette propagande, et ça va être un petit peu notre conclusion, cette propagande, elle opère sur un terrain qui est assez propice à la recevoir, la propagande russe. Et donc, la solution, elle peut être dans la contre-propagande, les contre-mesures, le fait de repérer comme le fait Viginum, le fait de commencer à réagir comme on est en train d'essayer de le faire au niveau des organismes, des institutions que vous avez mentionnées tout à l'heure.
mais effectivement, elle commence par tout un chacun. Et donc, du coup, ma dernière question, Nicolas Quesnel, pour cet épisode, en tout cas, c'est de vous demander si vous aviez une mesure à proposer à un éventuel futur gouvernement, puisqu'on enregistre en date du 9 septembre, ce serait laquelle ? Je vais faire une réponse qui n'est pas une échappatoire facile, même si elle pourrait être interprétée comme ça. Je vais dire que c'est pas mon rôle de proposer des trucs. Moi, je suis là, mon métier, c'est de trouver des infos et de donner des infos. Je suis pas là pour essayer de m'improviser politique. Ou conseiller du roi. Conseiller du roi, je sais pas quoi. C'est pas par volonté de fuir par lâcheté le débat. Non, c'est parce que je suis intimement persuadé que si on a envie de redonner de la confiance la confiance envers les médias pour les citoyens, ça doit commencer aussi par ça, essayer de s'astreindre à un petit peu de rigueur et un petit peu d'éthique. Donc moi, j'interprète mon métier comme le fait de ne pas verser dans l'opinion, d'aller pas écrire des tribunes d'opinion. Je suis là pour trouver des infos. C'est déjà un métier à plein temps, très honnêtement. Si je dois m'improviser conseiller du roi, je pense que déjà je serais pas le mieux placé pour le faire, et en plus ce serait moisi. Donc honnêtement, je vais m'en tenir à mon rôle de journaliste et vous dire que c'est pas à moi de vous répondre. Merci beaucoup Nicolas Quesnel, malgré l'absence de réponse à cette dernière question, mais en tout cas merci pour cette diffusion quand même de l'information. On essaye aussi, nous, d'apporter humblement notre petite pierre à l'édifice, en notamment conviant des journalistes qui font un travail de terrain, un travail d'enquête et d'investigation sur ces sujets. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, vous êtes ici chez vous, Nicolas Quesnel. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On va switcher d'univers, puisque nous aurons le plaisir de discuter avec Dominique Boulier, sociologue à qui l'on doit le titre de ce podcast, Propagation. Propagation, un podcast produit par Justin Poncet, d'Opsi.ai, animation Guillaume Ledy, réalisation Roman Munier, générique Martin Commandeur, graphisme Gauthier Gevray. À la semaine prochaine.